Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, à la différence des conférences que je peux faire habituellement, ce sera un peu plus léger, puisque je sors bien entendu d'un cursus scientifique et que parallèlement à ça, je suis aussi président de l'association Play Azure qui organise le Play Azure Festival. Le titre, donc, Serious Gaming et Culture Pop, promouvoir le jeu sérieux par la culture populaire, va en fait être l'explication de ce qu'on fait nous sur le Play Azure Festival et montrer que via des initiatives liées à la culture populaire, on peut clairement mettre en avant le serious gaming, et à mon sens, il y a un fort retard à ce niveau-là, puisqu'il y a des liens clairement établis dans ces deux univers-là. Donc nous, on est parti sur une problématique autour de YouTube. Donc un petit historique autour de YouTube. J'imagine que vous savez à peu près ce qu'est YouTube. À la base, il y a à peu près 11 ans, YouTube, donc plateforme de partage de vidéos, a été colonisé entre guillemets par deux principaux types de vidéos. Est-ce que vous savez à peu près ce que c'est? Il y a 11 ans. Ouais, les vidéos de chats, c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est exactement ça? Et l'autre, un peu plus sérieuse, la musique. Donc en fait vous connaissez ces gens-là, donc je ne sais pas trop s'ils y étaient déjà il y a 11 ans, mais effectivement les majors en musique ont de suite vu l'opportunité d'utiliser la vidéo pour en faire un objet commercial, et bon bah voilà, les vidéos de chats avec des vidéos comme celle-ci qui cumulent à 66 millions de vues alors qu'elles ont été postées il y a à peine 2 ans, ce qui est quand même assez fort. On continue dans l'historique avec l'ajout des youtubeurs, donc ce sont ces amateurs qui maintenant deviennent professionnels et qui ont colonisé aussi les plateformes de partage de vidéos. Donc j'imagine que vous connaissez toutes ces personnes qui ont comme point commun, d'après vous, quel type? L'humour. Vous connaissez pas? Donc l'humour a été la deuxième vague, on va dire, d'arriver sur YouTube. Donc l'humour, bon, les chiffres sont même pas à jour en fait, puisque par exemple Cyprien a dépassé les 12 millions, etc., etc. Mais pour dire que les chiffres sont assez impressionnants, pour montrer que ce média a une force, et on parle que des chiffres français, puisque le recordman en termes de youtubeurs a plus de 50 millions d'abonnés. Donc ce sont des gens qui ont une force de frappe considérable. D'après vous, quelle a été la troisième vague du coup d'arrivée sur YouTube? Le gaming. Effectivement, le gaming a été la troisième vague, avec donc ces personnes, donc le dernier que vous connaissez peut-être aussi, Squeezie, n'y était pas à l'ouverture lors de la troisième vague, il est un peu trop jeune, mais même principe, du coup, le gaming a fait son entrée dans cet univers YouTube, et justement, là, on est sur du serious gaming, donc on commence un petit peu à se rapprocher de notre histoire. Et la dernière vague, qui est une vague, non, l'avant-dernière vague, pardon, qui est une vague aussi nouvelle et qui a été fulgurante, d'après vous, quelle a été les tutos, ouais, tout ce qui est tuto, tout ce qui est autour du lifestyle. Donc là aussi, je ne vais pas y rester très longtemps, mais ce sont aussi des personnes qui font énormément de vues et suivies par énormément de gens. Et donc je disais, la dernière vague qui, elle, nous intéresse plus particulièrement, d'après vous, quelle était-elle? La vulgarisation, exactement. Donc finalement, on a presque une boucle bouclée à ce niveau-là, puisqu'on a déjà eu l'apparition du jeu vidéo et l'apparition de la vulgarisation. Et c'est cette partie-là, nous, qui nous intéresse plus particulièrement et que l'on a souhaité mettre en avant. Alors comment on a fait? On était sur Nice, on n'avait pas de moyens, on était une association, et on a commencé simplement à faire des rencontres entre des youtubeurs et des chercheurs. Donc nous avons la Tronchambier, donc youtubeur de zététique ou esprit critique et tout ce qui est autour de ces domaines-là, et Henri Brock, chercheur donc niçois. On les a fait se rencontrer, et alors que personne ne croyait à notre projet, on nous donnait des salles de 50 places, parce que finalement ça n'intéressait personne d'utiliser les nouvelles technologies, la vidéo, etc., pour parler de choses sérieuses, tout comme on pourrait du coup là parler d'utiliser le jeu vidéo pour parler du coup de sujets sérieux. On s'est retrouvé avec un seul mail avec plus de 400 personnes présentes dans notre amphi. On a recommencé, cette fois-ci on parlait de transhumanisme,
donc 2 chercheurs, 2 youtubeurs vulgarisateurs, et même constat, cette fois-ci on a dû envoyer un deuxième mail pour dire ne venez plus s'il vous plaît, on est en surcapacité, on ne peut plus vous accueillir. Donc à partir de là on a voulu voir plus grand, on s'est dit c'est pas possible de faire 2 invités par an, il y a beaucoup trop de gens et beaucoup trop de sujets à traiter, donc on est allé un peu plus loin et on a créé un festival qui s'appelle donc le Play Azure Festival. Rapidement, l'édition 2017, donc elle a été sur 2 jours, 18 et 19 février, il y a un peu moins d'1 an. Nos invités avaient en cumulé de vues 1,150 milliard de vues. On a organisé 32 conférences, 45 ateliers et une quarantaine de dédicaces. On était à environ 2500 visiteurs et on a eu 53 youtubeurs pour 47 chaînes qui étaient présentes. Nos 3 domaines d'action étaient les vidéastes, bien entendu, donc la vidéo, l'audiovisuel et la vulgarisation. Pour le Play Azure Festival, donc l'édition 2018, nous nous sommes relancés, on a fait une demande qui était assez simple, qui était qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu. On nous a donné 2 réponses qui étaient identiques. La première, c'est ce qui a plu, c'est tout ce qu'on a fait. Et ce qui n'a pas plu, c'est tout ce qu'on n'a pas assez abordé. Donc toute la culture populaire, justement, qu'on avait à peine abordée, puisqu'on s'était concentré sur YouTube principalement, sur la forme de partage de vidéos. Donc on a dit très bien, on va prendre un nouveau défi. On va encore aller plus loin et cette fois-ci, on va du coup s'attaquer à toute la partie. Donc on avait la partie audiovisuelle et scientifique, on va s'attaquer à toute la partie autour de la culture populaire. Manga, Japon, cosplay, science-fiction, jeux vidéo et médiéval, steampunk, etc. Mais à notre manière, montrer encore une fois que même en l'abordant, toujours sous l'idée de quelque chose qui soit distrayant, on peut faire du pédagogique, du ludique. Donc rapidement, l'édition du Play Azure Festival 2018, donc elle aura lieu les 10 et 11 février, donc c'est dans 3 semaines. Nous sommes sur 6000 m², soit 2000 m² supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc bon, ça ce sont des chiffres pour des chiffres. Hein. 1,280 milliard de vues cumulées et 12 millions d'abonnés cumulés pour nos invités. 31 conférences, 28 ateliers, 42 dédicaces. La nouveauté, c'est qu'on a 60 stands qui s'ajoutent, où on va du coup pouvoir faire tout ce dont je vais vous parler après. Et 6000 visiteurs de prévus pour 92 invités de tout domaine. Donc notre idée là encore, c'était de continuer à parler de vidéastes, audiovisuel et vulgarisation, mais d'ajouter une partie culture populaire avec du jeu vidéo, du cosplay, des mangas, des comics, et on va voir en quoi c'est lié. Donc ça s'organisera du coup sous ce système-là. Nous avons 3 zones pour faire des conférences, 2 amphis, l'amphi Hermès et l'amphi Athéna, et la salle A1. Donc 700, 300 et 100 places, et 3 salles ateliers pour faire des ateliers donc en plus petit comité. Des zones organisées donc autour de l'audiovisuel pour parler d'audiovisuel forcément, sciences et nouvelles technologies, tout est dans le titre, jeux vidéo, cosplay médiéval et culture japonaise. Alors je ne pourrais pas vous parler de tout en détail forcément parce qu'il y en aurait énormément, mais on va essayer d'aborder quelques petits points pour montrer à quel point on est finalement lié aux jeux sérieux, etc. La première chose, c'est bien entendu nos invités. Nos invités sont donc des youtubeurs vulgarisateurs, par exemple donc Micode, Micmat ou Fred Courant qui est donc Fred de Fred et Jamy dont C'est pas sorcier si vous vous en souvenez. Sont des gens qui ont toujours, et si vous regardez leurs vidéos, montrent toujours de manière très distrayante des concepts qui sont en fait très compliqués. Et à la fin de leur vidéo, on arrive toujours à avoir compris quelque chose, alors qu'en finalité, le sujet de base aurait pu paraître austère, voire même pas du tout attrayant. Et c'est d'autant plus important d'avoir réussi à faire venir Fred Courant, parce que à mon sens, c'est aussi la personne qui a bercé, enfin lui avec Jamy, a bercé énormément de générations pour expliquer justement ceci. Le fait qu'on regardait ces maquettes qui bougeaient, on regardait toutes ces mises en scène qui pouvaient paraître maintenant quand on les revoit un peu ridicules, mais tout l'intérêt était là. Distraire pour qu'à la fin justement on arrive à en ressortir avec des connaissances et une vraie plus-value à avoir passé ce temps à regarder leurs vidéos. Dans nos invités, donc nous avons 92 invités, une forte présence d'invités scientifiques. On a des partenariats par exemple avec le Café des Sciences, qui est l'association francophone de vulgarisateurs sur Internet, où 25 membres seront présents et feront du coup des expériences en direct, etc. Et j'aurai l'occasion d'en parler. Mais on aborde aussi toute la vulgarisation, quelle qu'elle soit, puisqu'on fait à la fois du dessin, des web-séries, du droit de l'écho, de l'histoire, du cinéma, etc., etc.
Si, c'est dans science, justement. Science, j'ai mis très large, parce que du coup, c'est très compliqué de fragmenter la partie scientifique en tout ce qu'on fait. Mais effectivement, j'en parlerai juste après, justement, de la partie santé. Donc, en programmation, pour vous donner un exemple, c'est 4 conférences qui auront lieu et que j'aime beaucoup présenter à tout le monde. Et il s'avère que sur ces 4 conférences, il y en a quand même 3 qui fonctionnent très bien sur la partie interaction avec le public et jouer avec le public pour faire en sorte que justement il puisse intégrer une notion. Donc créer un bon fake, l'idée est toute simple, c'est un atelier de création. Comment créer une information qui est de toute pièce fausse alors qu'elle semble vraie, et comment derrière ensuite se rendre compte qu'en fait il y avait des petites clés très simples pour en fait s'être rendu compte qu'il ne fallait absolument pas croire cette fake news, comme on en entend parler de plus en plus ces derniers temps. Et là aussi, on est complètement sur le jeu entre le public et les personnes qui vont donc du coup parler pendant cette conférence-là. Comment tester scientifiquement des phénomènes paranormaux? Là aussi, on s'amuse à simplement montrer sur des tests très simples qui du coup deviennent ludiques, comment on arrive à voir qu'une personne qui lévite, en fait elle lévite pas vraiment. Quelles sont les vraies clés pour arriver à faire ça? Et la mise en scène dans le jeu vidéo, c'est un peu de recul sur l'expérience utilisateur. Comment une personne va utiliser le jeu vidéo et en intégrer quelque chose qui va lui permettre de vivre une vraie expérience et pourquoi pas de grandir dans certains aspects de sa vie, comme la prise de décision, comme le fait simple même de s'enrichir dans certaines parties historiques, etc., lorsqu'on utilise des jeux qui sont basés sur des faits historiques. En termes d'animation, notre but est assez clair, s'amuser en apprenant, apprendre en s'amusant. C'est assez marrant du coup que le professeur Baquet ait fait cette intervention tout à l'heure en disant que sa génération était plus habituée à quelque chose d'un peu plus violent en termes d'apprentissage, un peu plus strict. Nous, notre objectif, et c'est un peu sur cette partie-là sur ça qu'on se base, c'est vraiment la partie amusement, apprentissage. Alors comment on fait ça? La base est assez simple. Dans un jeu, on a souvent une quête, un but, et c'est très lié à l'enseignement par projet. L'enseignement par projet, il va falloir clairement voir où est-ce qu'on en est, faire un bilan à chaque étape et arriver à la finalité, finir notre quête, finir notre projet. Le jeu et la vulgarisation, actuellement, on la trouve partout, mais vraiment partout. Et à tout âge, on l'a trouvé avec du Trivial Pursuit, des quiz de culture générale, des émissions de télévisées qui peuvent être spécialisées vraiment dans des quiz, par exemple, mais aussi beaucoup plus larges. Et nous, on va utiliser ces habitudes, en fait, des gens, habitudes actuelles, pour leur inculquer certaines... en tout cas, jouer sur leur curiosité. Comment? En utilisant par exemple des escape games, et je ne rentrerai pas trop dans ces détails puisque j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait une personne qui parlera des escape games et qui en parlera certainement bien mieux que moi. Et aussi en utilisant les jeux de simulation. Alors là j'ai cité le Graal qui est une association des alentours, mais bien entendu il y a aussi la réalité virtuelle dans ces jeux de simulation. Le but étant de maintenir l'attention sur un sujet quel qu'il soit et faire en sorte que résoudre des problèmes, résoudre des défis en maintenant l'attention, puisque c'est un jeu, ça permet bien entendu aux personnes de développer pas mal de compétences qui sont utiles pour eux tous les jours. On a des expériences live aussi. Alors là, encore une fois, c'est ce que je peux vous montrer, beaucoup de choses scientifiques. Avec des bananes, des artichauts et un ordinateur, on fait de la musique. Et en fait, c'est très drôle au début. Et après, on apprend en fait qu'on vient juste de découvrir la tension superficielle des objets. Alors, on passe de tout à rien. Et d'un amusement, on arrive à de l'apprentissage. On fait des dissections, par exemple, de cœur en direct. Donc, ce sont un chirurgien et un cancérologue qui viennent du coup de l'association Café des sciences qui nous font ça. Et là aussi, ils utilisent des tablettes pour montrer des coupes en 3D, etc. Et là, voilà, on est sur quelque chose où, encore une fois, on utilise
les nouvelles technologies et le jeu, l'apprentissage pour tout ça. Bon, après tout ce qui est expérience aussi, des analyses des microscopiques, etc. Et on utilise, là j'ai mis une image pour des instruments parce que cet instrument est absolument méconnu, mais en l'essayant, on en apprend beaucoup de choses. Donc là aussi on attise la curiosité, et en attisant la curiosité, du coup, on permet aux gens de venir à une information, venir à une connaissance qu'ils n'auraient pas forcément acquis en temps normal. Des reconstitutions historiques, même principe. Si on parlait de médecine au XVIIe siècle, ça devient vite compliqué. Les gens vont dire ah ouais non, bah du coup non. Alors que là, ces personnes-là, sur un stand, vont avec leurs habits d'époque, montrer des choses et montrer comment effectivement la médecine à leur époque fonctionnait, avec des vraies interactions avec le public. Et là d'un coup, l'attention est présente et ce qui est surtout important, c'est l'immersion. Donc l'immersion est réellement là, on a l'impression qu'on joue, qu'on est dans un film, qu'on est dans un jeu, on est directement là et l'attention est là et ça fonctionne très bien. Et donc on joue en fait sur tous ces points pour justement créer notre environnement qui nous permet d'apprendre en s'amusant. Donc je finirai juste sur ce principe-là. À mon sens, la pop culture donc, est vraiment une opportunité pour le serious gaming, pour des raisons assez évidentes, parce qu'on est dans un environnement qui est favorable. On a parmi les habitués, les visiteurs de cette... qui pratiquent cet environnement-là, des joueurs et des joueuses qui sont habitués à l'immersion et au code du jeu. Donc on n'a pas besoin de leur expliquer, on n'a pas besoin d'aller leur dire voilà, reprenons les bases de tout ce que l'on doit faire. Non, non, ils connaissent le principe, il faut résoudre quelque chose, il faut y aller, etc. Des personnes qui sont curieuses et réceptives, parce que c'est aussi une des premières choses que l'on apprend dans le jeu, la curiosité et la découverte des nouvelles choses autour du jeu. Et aussi un intérêt pour les sciences qui est non négligeable et qui actuellement est de plus en plus négligé. C'est-à-dire que les phénomènes, tout ce qui est phénomène autour des sciences qui continuent de se développer, on entend encore des gens dire non, non, mais c'est un épiphénomène, ça fonctionne pas, ça n'existe pas, alors qu'en réalité c'est quelque chose qui est déjà établi et qui continue d'être là. Je vous donne vraiment l'exemple que j'ai vécu moi quand on a voulu commencer toutes ces choses-là, où on nous a dit non mais ce projet-là, de toute façon vous allez avoir 20 personnes, on vous donne une petite salle, ne nous embêtez pas plus loin. Et au final en un mail on était à plus de 400 personnes. Donc il y a vraiment une demande. Et c'est en ce sens que le serious gaming doit se positionner justement dans ce genre d'événement. Alors ça ne peut pas se faire que via les personnes qui font la promotion du serious gaming, c'est aussi un effort entre guillemets des organisateurs, c'est un effort que nous on fait, de mettre en avant le serious gaming. Et donc c'est dans les deux sens que cela doit aller, et à mon sens dans le futur il faut vraiment jouer là-dessus pour que justement les gens découvrent tout le potentiel qu'il y a dans le serious gaming. Donc je vous remercie pour votre attention, et juste à titre d'information, du coup nous on est le 10 et 11 février au Palais des Congrès, Acropolis de Nice. Oui. La devise de Segamed quand on a commencé en 2012, alors là on n'a pas demandé si ça pouvait continuer ou pas, c'était apprendre à jouer et jouer pour apprendre. Voilà. Ben voilà, on est sur les mêmes principes. Mais bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement sur un premier espace-temps de 5 ans, bien les choses se structurent de plus en plus. Elles se structurent parce que ça s'organise. J'oserais dire la planète Terre s'est construite par agrégation d'un certain nombre d'éléments en fusion. Alors je crois que ce qu'on a vu ce matin dans les environnements, on n'a pas encore fini puisqu'il y a encore une intervention pour cette première partie. En tout cas, bravo pour cette initiative. C'est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Moi, j'en ai une. Parce que, effectivement, on est allé voir les éditeurs à Paris des jeux vidéo qui nous ont même pas dit c'est nul ou pas, qui nous ont dit on ne vous comprend pas. C'est pas pareil, c'est-à-dire que c'est pas une question de... Oui, parce qu'en fait, on est allé voir le syndicat des jeux vidéo parce qu'on voulait toucher ce type de professionnels. On dit, mais c'est quoi le jeu sérieux? On vous comprend pas, on sait pas ce que c'est.
Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas? Parce que je suis pas naïf. Avec le temps, je commence un peu à comprendre la façon dont certains articulent leur propre promotion. Mais je pense qu'effectivement, il y a dans tout ce que l'on peut faire, que ce soit dans un acte professionnel ou que ce soit dans un acte, j'oserais dire, à la limite, oui, vous êtes étudiant, votre profession, elle est aussi d'apprendre. Je connais bien le milieu chirurgical. Dans un bloc opératoire, on peut mettre de la musique pour reposer le patient parce qu'il n'est pas tout à fait endormi. Ça s'appelle la chirurgie ambulatoire. On peut aussi déconner quand il est complètement endormi et c'est un échappatoire du stress, entre guillemets, c'est-à-dire que derrière, je ne sais pas si c'est le terme de stress, mais des complications, finalement, doivent très vite trouver dans certaines situations quelque chose qui doit gicler, sinon le patient, il en prend, entre guillemets, plein la figure, ce qui explique, entre guillemets, ces milieux fermés, et pour lequel c'est pas forcément le jeu, mais en tout cas, ce que l'on peut trouver dans le jeu se retrouve aussi dans certaines situations professionnelles. Donc bravo pour tout ça. La vulgarisation scientifique, l'université avait tenté de la monter. Il y a quelques années de cela, je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est un prof de physique, Daniel... C'était Pierre Coulet, qui était donc et qui avait convaincu notre ancien président Albert Marouani. Donc Pierre avait commencé à travailler sur la vulgarisation scientifique jusqu'à faire venir un camion de pompiers et puis un éclairage extraordinaire pour pouvoir montrer la génération d'un arc-en-ciel. Vous voyez donc et il y a eu tout un ensemble de films qui ont été faits. Donc dans ce cadre-là, ça remonte à une dizaine d'années. Et c'est vrai, ce que vous dites est très important. Bon, la dissection des cœurs pour montrer des choses. Je crois que derrière, il y a aussi tout le jeune public qui, peut-être cette fois-ci, a besoin de revenir vers des choses concrètes parce que la dissection du cœur, ils l'auront peut-être vu sur du virtuel. Et que le retour à je dissèque une graine de haricot pour comprendre le cotylédon, les deux cotylédons et le germe est extrêmement important pour comprendre aussi quelque part pourquoi les racines poussent en bas et les feuilles en haut. C'est tout bête, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant, la gravité faisant que... et la différenciation des tissus. Vous voyez, un médecin qui parle d'histologie végétale, donc la médecine mène à tout. Rien d'autre? Maxime, quelque chose? Oui, Hervé. Moi, c'est surtout au niveau de la présentation qui m'a fait beaucoup penser au Stunfest de Rennes. Et du coup, eux, ils sont moins sur le côté serious game, mais plus sur le côté ludique du jeu vidéo. Et du coup, ce serait, vu que c'est un genre de festival qui pourrait m'intéresser, mais j'aimerais savoir aussi si vous comptez inviter des personnes plus du style du groupe de Nesblog, qui eux parlent aussi énormément du côté ludique du jeu vidéo, mais pas forcément sur le côté apprentissage, mais vraiment sur le côté plus sérieux que peut avoir le jeu vidéo en lui-même. Alors non, Nesblog, non, on est en discussion avec eux, mais cette année ça n'a pas été faisable. Mais on a par exemple un réalisateur de Quantic Dream qui vient du coup discuter un petit peu de la partie sérieuse du jeu vidéo, parce que leur prochain jeu vidéo parlera de transhumanisme et évoquera de manière très sociologique et psychologique l'état d'une personne qui est soumise au transhumanisme alors qu'il n'en avait pas forcément la volonté. Et ça fait partie des conférences qu'on veut mener, c'est clairement expliquer que par le jeu vidéo, on peut avoir des expériences qui sont bien plus ludiques et bien plus sérieuses que simplement on va dire jouer aux jeux vidéo comme beaucoup de gens le critiquent. C'est un passe-temps simple sans aucun intérêt derrière. Donc ça aussi c'est une partie qui nous intéresse, d'aborder en fait tout sujet sous différentes facettes et de pouvoir les présenter et les comparer. Comme quoi toutes sont complémentaires. Merci bien. Écoutez. Allez, c'est à toi Jean-Marc, merci.
Alors.